Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Ce samedi, nous allons parler des Real Estate Investment Trust, ou l'abréviation anglaise qui s'appelle REITs, ou les foncières cotées en français. Donc, il s'agit des fonds d'investissement dans l'immobilier. En gros, c'est les grosses sociétés qui gèrent un parc immobilier et qui versent un dividende, qui ont un statut très particulier. Donc avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre la petite cloche et mettre des likes si vous avez aimé cette vidéo ou les dislikes si vous n'avez pas aimé, avec un petit commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé et quelles sont les pistes d'amélioration pour la chaîne. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez un lien de donation PayPal que vous allez trouver dans la description de cette vidéo. Donc, au début de cette vidéo, je vais vous répéter un petit peu ce que c'est les Real Estate Investment Trust. Pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo qui est attachée à cette vidéo que vous êtes en train de visualiser, où j'ai déjà présenté le secteur dans les grandes lignes. En gros, ce sont les fonds, c'est un petit peu comme les SICAV, FCPI, sauf qu'ils n'investissent pas dans les actions, mais ils investissent dans l'immobilier physique. Donc, pour simplifier, vous pouvez les voir un peu comme une société qui investit dans l'immobilier, comme on vous propose, que vous avez certainement entendu parler beaucoup de fois. Quand vous achetez une maison, vous le mettez en location, vous tirez les loyers à partir de votre investissement locatif. En gros, ils font exactement ça, mais sauf qu'ils le font dans une très grande échelle. Le statut REITs, les foncières cotées en français, il bénéficie d'un statut fiscal très particulier, statut juridique plus exactement, très particulier, qui les oblige de verser 95% de leurs bénéfices sous une forme de dividende. Donc pour ceux qui veulent se constituer un patrimoine des revenus passifs, ça c'est vraiment un excellent véhicule d'investissement qui vous garantit sans aucune gestion d'investissement immobilier, parfois n'importe quel coin du monde, parce que les REITs sont très populaire dans les pays anglo-saxons. Il existe en Asie, il existe en Italie, il existe en Europe, en France. Donc en Europe, pour des raisons historiques, c'est un petit peu moins populaire. Mais dans tous les cas, ça se développe énormément. Et là, vous allez pouvoir facilement trouver les REITs avec les REITs sur des secteurs immobiliers très ciblés qui vous intéressent en particulier. Pourquoi j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que évidemment, pendant la crise de Covid, il y a eu une énorme chute boursière et cette chute boursière, elle a évidemment affecté tous les actifs et particulièrement les REITs et plus particulièrement encore les REITs qui investissent dans les malls, dans les centres commerciaux. Donc en fait, ce phénomène, le risque du marché qui est présent dans les foncières cotées, il le distingue énormément des autres types d'investissements immobiliers que vous pouvez envisager. En gros, pour nous, dans les très grandes lignes, si on veut investir dans l'immobilier, on peut envisager trois possibilités. La première possibilité, c'est l'investissement physique. Je ne pense pas qu'il faut le présenter. En tout cas, vous avez tout un tas de chaînes qui parlent d'investissement dans l'immobilier. Si ça vous intéresse, je peux vous proposer quelques exemples de chaînes que moi-même je regarde parce que moi je m'intéresse à ce domaine. Une deuxième option d'investir dans l'immobilier, c'est d'acheter des SCPI. Donc ça, c'est vraiment, ça date en fait, c'est un petit peu, ça prend de la poussière un peu cet investissement. C'est souvent les banques où vous avez votre compte qui peuvent vous proposer des fonds. C'est des petites sociétés de gestion qui gèrent l'immobilier un petit peu comme les REITs que je veux parler dans cette vidéo, mais sauf que cette différence que ces fonds, les SCPI ne sont pas cotés, donc ils ne sont pas en bourse, vous ne pouvez pas les négocier comme les actions classiques. Et par contre, la troisième option qui est beaucoup moins connue en France, mais qui se développe pas mal, mais qui est très connue dans le monde anglo-saxon, c'est les foncières cotées et les REITs qui sont exactement pareilles comme les CPI, sauf qu'elles sont beaucoup plus grosses et elles sont cotées en bourse. Mais il n'y a pas que ça. En fait, les REITs, ils ont un autre avantage par rapport aux SCPI, c'est que grâce à cette grandeur, en fait, parce que c'est vraiment des très grosses entreprises, ils ont énormément ils ont des effectifs, ils ont de savoir-faire, ils ont des équipes en interne, et ils peuvent faire des économies d'échelle sur tout un tas de choses en termes de gestion de leur parc locatif, y compris les travaux, y compris tout un tas de choses. Tandis que les SCPI, en général, c'est des petites boîtes où il y a plusieurs salariés et qui délèguent complètement toute leur gestion. En fait, ce en quoi les SCPI sont intéressés, c'est en gros de prendre votre argent et toucher la commission dessus et investir n'importe où. En fait, évidemment, je ridiculise un petit peu, mais c'est juste que je veux vous montrer qu'il y a quelque part un conflit d'intérêts entre vous et la SCPI, parce que le SCPI, le principal, ce qu'il veut faire, c'est prendre votre argent, et après l'investissement va se faire quasi automatiquement. Par contre, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre vous et le REIT, parce que le REIT,
les sociétés que eux ils gèrent, ils sont responsables et souvent quasi toujours les gérants de ces entreprises font partie des actionnaires de leur REITs qu'ils sont en train de gérer. En fait, ils sont intéressés que la gestion locative se passe bien, ce qui n'est pas forcément le cas pour les CCPI, parce que même si la location ne se passe pas bien, dans ce cas-là, en gros, ça va juste se répercuter sur votre rentabilité de votre investissement, mais eux, ils vont toujours toucher leur commission. Donc, vous voyez, donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est surtout cette différence qui me gêne le plus. Cette différence, elle n'est pas très évidente au premier abord, parce qu'en fait, on ne pense pas forcément à ça, mais vraiment, les SCPI, moi, j'ai déjà investi dans l'immobilier physique et j'ai investi dans les REITs, mais par contre, dans les SCPI, je n'ai jamais investi à cause justement de ce conflit d'intérêts qui, pour moi, me paraît un peu gênant, parce que je n'ai pas l'impression que ceux à qui je donne mon argent prennent le même risque que moi je prends. Donc en fait, comme je vous ai dit, il prend de l'argent, après il peut investir dans tout n'importe quoi, et finalement c'est moi qui cours tout le risque derrière. Voilà, ça c'est le point qui me gêne, et c'est le point qui n'existe pas dans les foncières cotées. Mais les foncières cotées, ce n'est pas un petit paradis ou une petite fleuve tranquille, parce que justement à cause de ce risque de marché. Ça donne un avantage. Le premier avantage, comme tous les marchés financiers vous donnent, c'est la liquidité. Donc en fait, effectivement, le REIT, vous pouvez y rentrer facilement, vous pouvez y sortir facilement. Donc ça se négocie exactement comme une action. Il y en a beaucoup qui investissent d'ailleurs dans des sociétés comme Unibail ou Rodamco, ils ne se rendent même pas compte que c'est une REIT, que ce n'est pas une société comme les autres, c'est un statut très particulier. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ça. Ils le voient comme une entreprise normale, mais ce n'est pas une entreprise normale. Et du coup, ils investissent un petit peu comme dans toutes les autres actions. Mais par contre, il faut bien comprendre que quand vous investissez dans les REITs, je vais utiliser cette abréviation anglaise, c'est vous investissez dans la pierre. C'est la pierre cotée, c'est sûr, c'est la pierre qui est affectée par les tendances des marchés, par l'humeur des marchés, etc., etc. Et là, sa propre tendance sectorielle, un peu comme tous les autres secteurs. Mais par contre, vous devez comprendre que derrière, c'est les actifs immobiliers et que les dividendes, et ça c'est super important pour ceux qui veulent investir à long terme et percevoir le dividende, surtout par exemple si vous êtes proche à la retraite et vous voulez augmenter votre retraite, en fait diversifier votre retraite et recevoir une partie de l'argent de vos revenus sous une forme de dividende, les foncières cotées, ça peut être une bonne option, en tout cas pour diversifier vos actifs. Je ne dis pas qu'il faut mettre tout dans ces actifs, mais en tout cas, une partie de votre épargne peut être dédiée aux REITs, en fait, aux foncières cotées. Donc en fait, effectivement, cette société ne peut pas décider par leur assemblée générale des actionnaires que dire « ah tiens, on coupe le dividende ». Ce n'est pas possible, parce que leur statut les oblige. Si vous avez gagné en millions d'euros, vous devez distribuer 950 000 aux actionnaires. Donc voilà, donc ça c'est la règle. Par contre, en contrepartie, cette entreprise n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés comme pour les autres sociétés classiques. Et il y a un autre point super important sur les REITs, c'est que les ratios que nous avons d'habitude de regarder sur investing.com, sur GuruFocus depuis peu, et il y en a beaucoup qui ne sont pas applicables pour les REITs. Pourquoi ? Parce que simplement que leurs revenus, en fait, c'est pas les revenus, mais surtout leurs résultats, est souvent impacté par le phénomène d'amortissement. Donc le phénomène d'amortissement, pour ceux qui ne sont pas familiers à la comptabilité, c'est en gros quand vous avez des actifs, n'importe quels actifs sur le balance comptable, sur le bilan en fait, comptable, en fait, il a une période d'amortissement, c'est-à-dire pour l'immobilier, il y a un amortissement de 30 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, comptablement, votre bien immobilier vaut zéro. Ça peut paraître absurde, mais c'est comme ça que ça apparaît dans la comptabilité, que vous avez une période de 30 années, on divise par 30, tous les ans, vous déduisez de vos impôts une partie de ce prix de ces biens, en sachant qu'au bout de 30 ans, comptablement, votre bien immobilier vaut zéro dans votre comptabilité parce qu'il est complètement amorti, comme on dit. Et si vous revendez ce bien immobilier, vous allez devoir payer l'impôt sur la plus-value sur toute l'intégralité du prix de vente et pas uniquement sur la plus-value réelle que vous avez entre ce que vous avez acheté et ce que vous avez vendu. Donc ça, c'est une particularité, peut-être pas trop rentrer en détail dans la compta aujourd'hui, parce que la chaîne moyenne de cash n'est pas consacrée à la comptabilité, mais en tant qu'investisseur, et quand nous analysons les bilans des entreprises, c'est très important de comprendre les bases de comptabilité, ce que je viens de vous expliquer. Pour les REITs, c'est super important que vous regardez le PER une fois que vous avez E dans le ratio, donc ça veut dire earnings en anglais.
cela veut dire qu'il faut toujours tenir compte qu'il faut avoir les ratios ajustés au phénomène d'amortissement. Donc, il y a des sites spécialisés où vous pouvez retrouver ces ratios, mais le problème d'investisseurs dans les REITs, c'est que ces sites sont souvent payants, sont souvent très chers. C'est difficile de trouver les ratios qui sont propres aux REITs, aux foncières cotées, pour bien les analyser. Si vous allez regarder les PE, ça ne va tout simplement rien dire parce que le PE va être largement affecté par le phénomène d'amortissement. Il va tout simplement rien dire. Vous ne pouvez pas comparer les PE entre différentes REITs et dire que celle-ci est sous-évaluée ou surévaluée, peu importe, parce que tout dépend de quelle part d'amortissement, en fait, à quel point les amortissements affectent les résultats de cette entreprise. Donc là, je suis rentré un petit peu trop dans le détail, un peu trop dans une usine à gaz. Moi, le but que vous sachiez que ce n'est pas les mêmes entreprises que les autres. Donc, elles ont un statut particulier, vous avez les dividendes garantis. Ces dividendes sont indexés automatiquement sur les résultats, sur ceux qui gagnent en loyer ces entreprises. Et vous pouvez voir comme un projet locatif avec un risque marché. Mais tenez en tête que le risque marché, il est super présent dans ce truc. Par contre, ça nous crée du risque, mais ça nous donne aussi des opportunités. Parfois, quand il y a des grosses crises comme on a vécu avec le Covid, vous pouvez facilement trouver des risques qui sont sous-évalués tout simplement parce que le marché a peur, le marché a trop vendu ses actions et vous pouvez acheter de l'immobilier avec une énorme décote. Une norme de cote à cause du marché parce que vous passez par ce véhicule d'investissement et pas acheter en direct. Donc ça, c'est vraiment une particularité. On va typiquement regarder, c'est la société par rapport avec laquelle nous allons commencer aujourd'hui. C'est une société qui s'appelle Gecina, qui m'intéresse actuellement et ça c'est un REIT. Et c'est une entreprise qui investit, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est une entreprise qui investit à 82% dans les bureaux parisiens, le ouest parisien, donc le secteur le plus cher de l'Île-de-France. Et les autres 18%, il a investi dans les résidences étudiants, également dans les régions parisiennes. Donc évidemment, les évolutions de prix de Paris, donc si vous êtes dans l'immobilier un petit peu, même si vous n'êtes pas, je pense que vous êtes au courant que les prix de l'immobilier à Paris n'ont pas tellement chuté. Mais par contre, vous pouvez voir que la chute de l'action Gecina entre le moment pendant le Covid, donc là je peux vous montrer un petit peu l'évolution de des prix de cette action. Donc pendant la crise de Covid, le pire moment, il a chuté de plus de 50%. Donc vous voyez, donc là, je pense qu'on est tous d'accord que les prix de l'immobilier à Paris, dans la région parisienne, n'ont pas chuté de 50%, mais ça c'est typiquement un exemple où l'action elle a été massacrée parce que le secteur elle était massacré. Pourquoi ça s'est passé comme ça, de point de vue purement technique et émotionnel? Parce que il y en a tout un tas de fonds qui investissent juste dans les secteurs des REITs. Dans le secteur des REITs, il y a les foncières cotées des bureaux, des stockages, des logements résidentiels, même de location des tours téléphoniques, donc tout un tas de choses en fait, même des data centers, d'ailleurs ça c'est qui est assez à la mode aujourd'hui. Mais il y en a aussi en sous-secteur des REITs, des centres commerciaux ou des malls que vous allez rencontrer plus souvent dans les médias anglo-saxons. Et ce secteur a fait énormément peur et les investisseurs ont commencé à massivement vendre ce secteur des REITs et toutes les autres sociétés, y compris comme Gecina par exemple, elles ont été massacrées. Donc vous pouvez regarder aussi, on va toujours voir des graphes des malls en fait, comment ils ont souffert pendant cette période. Ça sera à peu près la même courbe mais encore plus dramatique. Mais vous imaginez que pour la société qui fait la location des bureaux à Paris, évidemment qui peut avoir quelques interruptions de loyer, donc elle peut effectivement avoir quelques difficultés opérationnelles pendant une certaine période, mais dans tous les cas, leur parc immobilier n'a presque pas perdu de la valeur. Juste pour ne pas être sans chiffre, en fait, sans justificatif, je vais vous montrer l'évolution des prix dans les régions parisiennes. Donc là, je pense que vous connaissez que ça n'a pas tellement bougé. Donc les prix restent super élevés. Et l'évolution sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, vous voyez que c'est même positif. Les prix ont continué à grimper même pendant cette crise de Covid. Ici, il s'agit en fait sur le site Meilleur Agent, c'est les prix immobiliers plutôt dans le résidentiel. Je suis d'accord que là, c'est une inexactitude qui peut m'être reprochée.
Mais dans tous les cas, dans le secteur de bureau, la tendance certainement n'est pas aussi positive, mais dans tous les cas, il n'y aura pas eu de chute dramatique des bureaux à Paris, en tout cas les prix de bureaux à Paris. Dans tous les cas, en plus, les bureaux à Paris peuvent toujours être transformés dans le résidentiel, ça aura des coûts évidemment, mais ça ne peut pas mener à la faillite d'une telle entreprise que Gecina qui s'occupe de ce point, de la location de ce bien. Et en plus, leur autre activité annexe, la location des studios, en fait des logements pour les étudiants, c'est aussi vu comme une activité très défensive. Et pour ça, vous pouvez voir comment le risque, ce phénomène de marché peut facilement affecter le résultat d'une entreprise qui est à la base saine, qui est à la base positionnée sur des actifs qui ne représentent pas beaucoup de risques. Donc cette société, on va regarder les ratios sur le Guru Focus. Donc, mais encore une fois, c'est un peu compliqué de le regarder parce qu'il faut toujours tenir compte que certains ratios ne seront pas applicables. En fait, tous les ratios où il y a le résultat qui participe au Guru Focus, je ne pense pas qu'ils prennent en compte le phénomène qu'il s'agit d'une REIT. Donc en fait, ils le considèrent comme une entreprise normale et c'est malheureusement le cas sur beaucoup de sites que vous allez rencontrer, surtout les sites gratuits. Je pense que si vous êtes intéressé par investir massivement dans ces actifs, il faut trouver un service qui est adapté. Je sais qu'il y a un site REITs.com, mais par contre, je ne l'ai pas trouvé tellement utile, mais peut-être je n'ai pas pris un abonnement payant pour ce site, pour peut-être qu'il y en a plus d'informations utiles. Dans tous les cas, là, on va regarder aujourd'hui que le revenu par share, donc ça c'est le chiffre d'affaires par action, comment il évoluait pendant les 30 dernières années. Et ce que vous pouvez voir, donc ce qui était globalement très constant, donc en fait, donc il montait, mais en fait, il y a eu une baisse en 2014-2015. Après, je ne sais pas à quoi c'est lié, mais maintenant, elle est repartie immédiatement à la hausse. Mais la stabilité de chiffre d'affaires par action, elle est quand même impressionnante. Mais le chiffre d'affaires de cette entreprise, évidemment, c'est les loyers. Donc, on voit que, vu qu'il n'y a pas eu vraiment de crise immobilière réelle sur la région parisienne, vous voyez que les revenus sont quand même assez solides et constants dans le temps. Un autre ratio qui peut nous intéresser aussi dans le cadre d'analyse de cette entreprise, c'est la dette, en fait, comment ils utilisent la dette pour leurs investissements immobiliers. Je ne regarde pas le debt to equity parce que, encore une fois, la manière comment calculer l'equity, il est affecté par ces phénomènes d'amortissement parce que les actifs sont dépréciés en fait sur le bilan, mais par contre, ce n'est pas une vraie dépréciation des actifs, comme je viens de vous expliquer, parce qu'en fait, on peut avoir l'impression comptablement que l'immobilier perd de la valeur, mais en réalité, il ne perd pas. Et donc, du coup, on ne peut pas estimer que le capital, le capital social de l'entreprise, les fonds propres de l'entreprise, pardon, c'est une valeur sur laquelle on peut se baser de manière pérenne. Donc, mais par contre, si on regarde la dette par rapport aux actifs, en fait, dans ce cas-là, on peut voir que les actifs, s'ils sont valorisés au prix marché, ça peut avoir de la valeur, mais c'est encore à vérifier, parce que je suis pas, comme vous savez, si vous suivez la chaîne Mind de Cash, que j'ai pris récemment ce Guru Focus, et pour les REITs, je ne suis pas encore certain comment ils utilisent, s'ils ajustent les ratios pour ce type des entreprises, mais dans tous les cas, on peut, avec un petit peu plus de chance, de se baser sur cet actif pour estimer, en tout cas, s'il n'y a pas d'un dérapage au niveau de la dette. Et ici, on voit que ce ratio dette to asset, il était stable pendant des années, il était autour de 0,30, 0,40, et donc ce qui est tout à fait normal. Donc il n'y a pas d'événement particulier par rapport à cette valeur. Donc ensuite, la santé financière également. Donc on peut regarder rapidement pour avoir une idée s'il n'y a pas vraiment d'un problème évident. Mais en tout cas, je ne m'attends pas d'avoir une exactitude absolue. Donc par exemple, sur le Financial Strength, certainement, je ne pense pas que cette entreprise tient compte de l'amortissement ou du type de l'activité. Mais par contre, la profitabilité, la profitabilité, évidemment, elle est aussi affectée par ce phénomène de désamortissement. Donc en tout cas, on voit que de point de vue de Financial Strength, c'est seulement 4 sur 10 et 7 sur 10 pour les ratios de profitabilité. Et j'ai beaucoup de doutes sur le Financial Strength, la manière comment c'est calculé, parce que quand je vois les EBITDA, etc., donc c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas spécialement
parler en fait, de EBITDA normal. Est-ce que c'est une EBITDA ajustée à l'amortissement ou pas? Je ne pense pas, honnêtement. Mais dans tous les cas, en fait, quand je vous montre l'analyse graphique, en fait, c'est qu'on voit que la valeur elle est évidemment sensible au risque de marché général. Pourtant, dans leurs activités, en fait, dans leur parc immobilier n'a pas chuté tellement. Donc, en fait, le risque quand vous investissez dans ce type de valeurs, c'est qu'il faut tenir compte de deux choses. C'est la valeur de leurs actifs, la valeur nette, bon, évidemment la valeur moins les dettes, et en fait leurs résultats. Parce qu'effectivement, ils peuvent avoir des actifs énormes qui sont, imaginez qu'ils ont plein de bureaux qui sont déjà payés, etc. à Paris, donc c'est parfait. Mais par contre, si à cause de Covid, tous les bureaux sont fermés et leur locataire ne paie plus le loyer, il n'a plus de revenus, il n'aura plus de dividendes. C'est logique. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup moins risqué que les autres entreprises. Parce que si cette entreprise, imaginons, fait faillite, ou est obligée de les pousser à déclarer la faillite, dans ce cas-là, elle devra liquider son bilan. Et quand on liquide son bilan, elle aura suffisamment de fonds pour payer ses actionnaires. Donc évidemment, ce n'est pas un investissement aussi risqué qu'une entreprise technologique qui juste n'a pas réussi son projet, ou une société biotechnologie dans les biotech qui n'a pas réussi non plus son projet, parce que s'ils perdent, ils perdent tout. En fait, il y a peu de chances que sur leurs actifs, vous allez récupérer grand-chose. Par contre, sur les foncières cotées, si dans le scénario que moi je ne trouve pas spécialement probable pour Gecina, si elle fait faillite, dans ce cas-là, elle sera vendue par une procédure judiciaire et ça sera vendu aux enchères. Le bien immobilier à Paris, c'est super liquide, ça sera vendu au prix juste et les actionnaires vont récupérer en tout cas une grande partie de leur mise. Voilà, donc c'est pour ça que je veux juste pour vous expliquer que les actifs derrière, celui tangible, vous comprenez ce qu'il y a comme actif dans les bilans, hors évidemment les cas quand il y a des manipulations comptables, etc. Voilà, donc c'est juste pour vous proposer une valeur qui pourtant une activité saine qui était largement affectée, donc qui était affectée par le Covid, mais par contre, la réaction du marché, elle était quand même largement, selon moi, évidemment, ça c'est mon point de vue, elle était largement démesurée par rapport au risque que Gecina représente réellement. Et je vais probablement rajouter Gecina dans un portefeuille. Je ne sais pas si je vais lancer un portefeuille à part pour les REITs, ou bien je vais le mélanger avec mon portefeuille principal, parce que Gecina m'intéresse personnellement pour mon portefeuille. J'aimerais bien mettre cette valeur et je suis en train de chercher les cours d'entrée. Voilà, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez une rubrique à part pour les REITs, on ne va parler que des REITs, ou bien ça vous convient que j'en parle dans le cadre de mon portefeuille, mais par contre je ne vais pas toujours acheter des REITs dans mon portefeuille, parce que dans mon portefeuille je préfère d'acheter les entreprises classiques, parce que je suis déjà... En fait j'ai commencé par l'immobilier, en fait l'immobilier c'était ma première spécialisation, on va dire. Donc du coup, je suis un peu moins intéressé par des REITs. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez avoir une rubrique en plus PEA, en plus portefeuille mind de cash, avoir une troisième qui est consacrée uniquement aux REITs. Voilà. Et pour compléter cette vidéo, en fait, je vais vous présenter d'autres REITs en fait, qui peuvent vous donner évidemment des idées encore d'investir, pour vous présenter vraiment quel périmètre d'investissement immobilier vous ouvre ce véhicule des foncières cotées. Je vais utiliser en fait un service qui est aussi payant malheureusement, mais par contre il est beaucoup plus abordable. C'est un service sur un site devenirrentier.com où j'ai pris un abonnement pour avoir des screeners. En fait, c'est un des seuls endroits que je trouvais où il y a des screeners sur les foncières cotées. Et je vous conseille d'ailleurs vivement le livre de créateur de ce site Devenir Rentier qui s'appelle Devenir Rentier en 10 ans. Ce n'est pas une promotion payante, je vous assure, c'est juste parce que c'est vraiment un livre excellent, surtout pour ceux qui débutent en bourse. C'est la question qui me revient souvent dans les commentaires. Qu'est-ce que tu conseilles pour commencer en bourse? Par quoi commencer? Par quoi apprendre? En fait, ce bouquin, Devenir rentier en 10 ans, il y a un lien sur le site devenirrentier.fr qui vous donne des bases d'investissement, on va dire des investissements pérennes. Par contre, gardez toujours en tête quand vous allez lire ce bouquin qu'il était écrit il y a une douzaine d'années. Et aujourd'hui, nous ne vivons pas dans le monde pérenne. Donc malheureusement, en fait, ça vous donnera des bonnes bases théoriques, comment investir en bourse, comment constituer son portefeuille de manière raisonnable. Mais par contre, il faut quand même
prendre en compte le contexte actuel, le contexte des QI, le contexte de surendettement, de Covid, des sauvetages à gauche à droite. Donc, suivez la chaîne Mind de Cash, je vais essayer de vous donner quand même un peu plus d'informations supplémentaires par rapport à la théorie. Voyez ce livre comme la théorie d'investissement, théorie de gestion de portefeuille, plutôt que vraiment aujourd'hui. En fait, ça marchait super bien pendant des décennies et décennies dans le 20e et 21e siècle, début du 21e siècle, mais j'ai peur qu'aujourd'hui, il faudra un petit peu changer d'approche pour réussir à naviguer dans ce monde incertain. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Mais par contre, sur ce service, je vais vous proposer les différents REITs. En fait, il y a des notations. En fait, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être très utile de comprendre, c'est qu'il y a 3 agences de notation qui sont une influence, qui est tout puissante. C'est Standard & Poor's, c'est Moody's et Fitch. Toutes les 3 sont américaines. Et ils donnent les notations à la dette. Donc en fait, ils disent que c'est une dette, comme vous voyez, les notations AAA, AA+, BB, etc., jusqu'à CC, pour dire que est-ce que cette dette, en fait, ils donnent les notations à la dette. Bon, ils donnent notation à pas mal de choses, mais ils sont le plus connus pour la dette, en fait. Ils disent que si la dette est solide, la dette n'est pas solide, ou c'est vraiment le junk dette que la société est au bord de la faillite. Et c'est important pour les REITs parce que la dette, parce qu'en fait, c'est comme l'investissement immobilier. Quand vous investissez dans l'immobilier, ce qui vous intéresse, c'est le prix, c'est le crédit que vous allez prendre et c'est le revenu que vous allez en tirer. Et évidemment, ces 3 paramètres sont déterminants du succès de votre projet. Et la dette, pour estimer la pérennité de la dette de l'entreprise de la foncière cotée, vous pouvez utiliser les notations, les agences de notation comme Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Donc déjà, si le Standard & Poor's donne des notations aux foncières cotées, vous pouvez imaginer vraiment la grandeur de ces entreprises par rapport aux pauvres SCPI que nous proposent nos banques classiques. Donc évidemment, les standards Fitch et Moody's ou les Standard & Poor's ne vont pas aller noter la dette d'une pauvre SCPI, je sais pas, basée en plein fond de la Creuse, mais par contre les foncières cotées, pour beaucoup d'entre elles, vous allez trouver des notations, même des grandes agences américaines comme ça. Et ça vous permettra en fait de vous assurer qu'au moins il n'y a pas de problème évident au niveau de l'endettement de cette entreprise. Ils vont évidemment plus loin que nous dans leurs analyses quand ils donnent une note. Voilà, donc ça c'est un peu plus ça. Voilà, donc ça c'est la notation A. En fait, ça c'est les entreprises qui sont notées par les agences avec la dette très solide. Donc il y en a 2. Donc Simon Property Group, c'est une des plus grosses foncières cotées, et Public Storage qui s'occupe des box de stockage. Ici, vous pouvez en fait voir dans cette colonne plus bas, plus haut, où se trouve le cours. En fait, Simon Property Group, vous voyez qu'il est très très sous-évolué par rapport au cours historique. Je me souviens quand j'étais investi dans Simon Property Group il y a quelques temps, il y a déjà pas mal d'années, j'ai investi à 130 et je suis sorti à 150. J'étais super content parce qu'à 130, je trouvais que c'était une superbe opportunité. Et aujourd'hui, comme vous voyez, le côté autour de 60-66. Et certains prévoient, de point de vue technique, qu'il peut descendre jusqu'à $55 par action. Donc vous voyez comment cette valeur était écrasée par la crise de Covid. Pourquoi c'était comme ça? Devinez, c'est parce que c'est les centres commerciaux, c'est les fameux malls. En fait, Simon Property Group détient un énorme mur dans les commerces. Évidemment, vu qu'elle était fermée avec les lockdowns, évidemment, le marché a eu peur, elle a vendu Simon Property Group. Mais par contre, c'est une valeur bon, sûre. Il n'y a pas de valeur sûre, évidemment, mais c'est une valeur très solide. Et je vais vous montrer les dividendes qu'il verse au cours. Donc vous voyez, au cours actuel, encore une fois, vous voyez que le dividende versé de ce presque 8%, et encore une fois, je vous répète que c'est le dividende qui est en pourcentage de leur loyer qu'elles ont collecté. Donc si le loyer baisse, dans ce cas-là, le dividende baisse. Si le loyer augmente, le dividende va augmenter. Mais imaginez que si un jour on revient à la normale, je pense que quand même le secteur des malls va être affecté durablement par cette crise, mais imaginons un scénario pas trop optimiste, mais pourtant réaliste, qu'on retrouve à la normale ajustée. Donc ça sera un peu moins bien qu'avant, mais que ça sera quand même pas aussi horrible comme c'est aujourd'hui. Donc cette société, déjà dans le capital, elle est capable de doubler, tout simplement, pour revenir au cours
à 120, 130, parce qu'en général, il était à 150. On va pas, je vais vous montrer la courbe. Voilà, pour ne pas parler dans le vide, je vais vous montrer le graphique de SPG. SPG, c'est le ticker de Simon Property Group. Vous voyez, donc les cours normaux, il était à 162, 150, et ça allait jusqu'à 215. Vous voyez, donc ça, c'était en temps normal. Et donc, si nous imaginons que on ne veut peut-être pas revenir comme ça a été avant, mais si on revient à peu près, on va dire, à la normale, quelque part par là, on va toujours rester dans les 130, 120, et c'est le potentiel de doubler pour cette action et doubler pour le dividende éventuellement s'ils vont réussir les loyers qui ont été interrompus pendant cette période de la pandémie. Bon, évidemment, c'est un pari risqué, mais vu les notations de les agences, vous voyez très bien que le risque de défaut, il est quand même, des défauts sur la dette, il est quand même faible, si on croit aux agences américaines. Et dans ce cas-là, en fait, on prend le risque, certes, mais c'est le risque pour moi tout à fait sensé. Mais par contre, il faut s'attendre il faut s'attendre à la volatilité s'il y a un nouveau lockdown, nouvelle fermeture des magasins. Voilà. Ensuite, Public Storage, en fait, là, il est au prix au plus haut, mais par contre, c'est une autre activité que vous voyez, c'est le box de stockage, évidemment. Ça, c'est une activité qui beaucoup moins impactée, voire profité de la pandémie. Et du coup, le dividende, c'est seulement au cours actuel, c'est de 3,4%, ce qui reste quand même assez intéressant compte tenu des normes des dividendes aujourd'hui. Unibail Rodamco, ça c'est un cas très particulier. Vous voyez 18% de dividendes, mais ici, par contre, les prix au plus bas historique. On en a parlé pas mal dans les commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette entreprise. Bon, ici, j'ai quand même pas mal de réserves. Première réserve, que c'est une entreprise qui est mal gérée, clairement mal gérée. Donc, ils ont fait un investissement dans une Australienne Westfield qui, en mauvais moment, au pire moment qu'on pouvait, ils ont payé trop cher et ils ont payé déjà le prix. Donc, l'action Unibail a chuté après cette acquisition qui a été perçue par beaucoup d'analystes comme un achat peu pensé. Et finalement, cette entreprise, elle a pris en pleine dans la gueule la crise de coronavirus. Il a vu fermer ses magasins. En fait, il possède en fait de 4 temps déjà à la Défense. Il possède Châtelet les Halles. Donc, bon, il possède évidemment de tout un tas d'autres centres commerciaux, mais en tout cas, vu la qualité de gestion, vu tout cela, c'est une entreprise extrêmement méga risquée. Moi, j'ai spéculé, je n'ai pas spéculé, en fait, j'ai vendu des options put autour de 25-28 euros parce qu'il y avait des rumeurs de la part de Bloomberg qu'ils vont faire une augmentation de capital dilutive. Et cette action, elle est extrêmement volatile. Si vous voulez y s'aventurer, c'est votre choix. Mais par contre, moi, j'aime pas En fait, ce qui me gêne, c'est que j'aime pas les sociétés qui sont mal gérées. Donc, ça reste une spéculation pure. Et si vous voulez investir de manière un peu plus pérenne, je dirais dans une entreprise exactement même dans le même secteur, mais méga risquée, j'aurais préféré Klépierre, et en plus, Klépierre, son plus gros actionnaire, c'est Simon Property Group, pour votre information. Si vous achetez Simon Property Group aujourd'hui, vous achetez aussi du Klépierre. C'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Et Klépierre, elle suit à peu près la même tendance que Unibail, mais par contre, pour moi, c'est une entreprise où j'ai un petit peu plus de confiance dans la gestion. Donc après, tout ce qui est commerce, vous allez voir au plus bas, en fait. Voilà. Ça, c'est notre Gecina, notre cher Gecina, qui, vous voyez, bon, en fait, c'est là où je trouve une inefficience du marché, c'est que effectivement, en fait, là, vous voyez que si on regarde tout simplement le prix de cette foncière cotée, Gecina, il semble elle est valorisée comme si c'était une centre commercial. Mais ce n'est pas les centres commerciaux. Je ne suis pas persuadé que les centres commerciaux, c'est fini. Mais je pense qu'il y aura une transformation dans ce secteur. Ils auront beaucoup de problèmes, c'est sûr, probablement. Mais pour les bureaux, je n'ai aucune certitude que ça va changer quelque chose. Je pense que je suis peut-être over-optimiste, dites-moi ça dans les commentaires, mais je pense qu'une fois qu'on est sorti de cette crise de la pandémie, l'activité bureau va reprendre, peut-être on va banaliser le travail à distance, peut-être il y aura un peu plus de flexibilité de ce point de vue-là, mais on ne va pas s'en passer de bureau, surtout dans la capitale française. Donc je pense que c'est vraiment les risques sur l'immobilier de bureau, elle est largement exagérée.
Voilà, on va descendre un petit peu dans la liste, et ça, c'est déjà les notations A-, donc ça, c'est toujours des très bonnes notes, mais par contre, c'est pas les tops des tops. Ensuite, bon, vous voyez, donc commerce, c'est toujours massacré. Et ça, il y a un plan d'américaine, donc si vous pouvez regarder, vous pouvez mettre en arrêt la vidéo et après aller regarder de votre côté qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Diversifier, voilà, par exemple, ici chez les Américains, vous pouvez voir aussi les résidentiels. On les a très peu en Europe, mais aux États-Unis, on en a beaucoup. Donc ça, c'est qu'ils investissent dans l'immobilier classique. Diversifier, cela veut dire qu'ils ont un petit peu de tout. Donc ça, il faut vraiment vérifier dans quoi ils investissent. Ça, c'est les Américains Camden Property Group. Voilà, donc là, vous pouvez juste voir un petit peu les différentes foncières cotées selon leur notation. Maintenant, on passe dans les notations plus risquées au niveau de dette. Donc ça sera les entreprises moins grosses, en fait, moins énormes. Donc ici, on peut trouver ICAD, donc ça, c'est les françaises, Covivo, qui affichent toujours des rendements énormes. Par contre, là, on passe dans la catégorie diversifiée, ce qui veut dire que ce n'est pas que des malls. En fait, si vous voulez y investir, parce qu'évidemment, moi, je n'ai pas creusé toutes les sociétés comme ça, en fait, il faut aller voir quel type d'actifs ils détiennent. En fait, si c'est principalement des malls, ils ont racheté 2-3 appartements en location classique juste pour se mettre dans la catégorie diversifiée, c'est pas rassurant. Il faut vraiment bien comprendre dans quoi ils investissent si vous êtes intéressé. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi encore quelques... Voilà. Voici, ça c'est un très intéressant exemple. Ça, c'est les REITs de la santé, de Healthcare REIT. En fait, c'est les sociétés qui investissent dans l'immobilier, dans les centres médicaux. En fait, ils mettent en location les centres médicaux. Et évidemment, ça, c'est un secteur beaucoup moins risqué. Et ici, on peut chercher des opportunités parce qu'il subit exactement la même vague de risque de marché comme pour Gecina, mais dans un secteur encore plus défensif. Mais encore une fois, il faut sortir de notre chère l'Europe, surtout la France, pour aller chercher ce genre de valeurs. Vous voyez, donc juste au-dessus, je n'ai pas remarqué une société qui vaut l'analyse, et aussi c'est Société foncière lyonnaise, parce que c'est encore sous-évolué. Et c'est une société de bureaux, mais par contre, le rendement me paraît assez bas pour les risques, pour le secteur, en fait, pour ceux qui pratiquaient pour le secteur en ce moment. Donc, mais en tous les cas, ça vaut peut-être la peine d'aller regarder. Bon, maintenant, on part encore en dessous en termes du risque. Là on trouve Mercalis, Carmila. Là, les rendements déjà à 25%. Mais vous voyez, quand vous voyez Carmila, les rendements comme ça, c'est déjà il y a un problème. Clairement, c'est des sociétés il y a non seulement le problème de Covid, mais il y a visiblement autre chose. Il faut vraiment creuser, parce que je pense que Mercalis, si je ne me trompe pas, c'est une société de casino. Attendez, je vais regarder peut-être pour plus exactement. Je crois que c'est Casino Guichard qui a sorti ces murs de ces centres commerciaux pour... ouais. Je sais pas, après c'est pas écrit ici, en tout cas je le vois pas, mais je crois que c'est Mercalis ou Carmila, je sais plus. En fait, chaque fois je confonds les deux là. Ah voilà, donc Carrefour, voilà. Carmila c'est Carrefour, hein. Carrefour Stores en France. En fait, en gros, c'est les supermarchés. Donc Carrefour et Casino, ils ont sorti leur mur de leur supermarché dans une entité à part et qui est devenue une REIT. Et ces REIT sont cotées. Et vu que leurs sociétés mères à la base sont déjà en difficulté, c'est le cas pour Carrefour, c'est le cas pour Casino. Et donc du coup, évidemment, les sociétés foncières subissent aussi les risques de leur société mère, quelque part. Donc ça, il faut aussi tenir compte de la structure du capital, en fait, dans ces entreprises. Donc là, j'aimerais bien... Voilà, centre informatique, par contre. Là, ça c'est une des REIT qui a extrêmement flambé ces derniers temps, c'est Digital REIT. Ça, c'est vraiment les centres, les data centers. Et là, c'est un peu à la mode, c'est un peu comme des FANG, mais sauf que c'est en sous-secteur, sous-segment dans le secteur des REITs. C'est les sociétés qui investissent dans les locaux pour les serveurs, tout ça. Donc ça, c'est évidemment, ça c'est énormément demandé. Et la visibilité pour ce secteur, elle est juste énorme. Mais vous pouvez quand même, comme vous voyez, vous pouvez quand même toucher 3% de dividendes, ce qui est pas mal du tout,
contenu le risque de cette activité, parce que le risque est quasi nul en fait. Bon, en tout cas, bon, il n'existe pas de risque nul, mais en tout cas aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a comme problème. Box de stockage, pareil, donc vous voyez, donc ça c'est un peu on voit la popularité, donc du coup, tout le monde achète, tout le monde est investi, donc visiblement tous les capitaux qui étaient investis dans les REITs de centres commerciaux sont passés soit dans les data centers, soit dans les box de stockage, parce qu'évidemment là on peut avoir des opportunités. Voilà, donc après ça on passe encore un cran en dessous dans la notation de notes, donc là vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour un petit peu faire un tour des entreprises que je vous présente, parce que peut-être vous n'avez pas cet abonnement, ou comme ça vous allez pouvoir profiter de l'information que je diffuse. Bon, après, il y en a beaucoup que je ne connais pas. Voilà, ici, je vais m'arrêter là-dessus. American Tower, ça, c'est super intéressant pour ceux qui veulent investir dans la 5G. En fait, c'est une société, une REIT, mais par contre, son investissement immobilier, c'est les tours d'antenne, en fait. Et justement, c'est une société qui va profiter à fond de la 5G, parce que pour le déploiement de la 5G, il aura besoin de leurs services, en fait, de leurs installations. Et cette entreprise qui va à fond bénéficier de cette migration, ce passage sur la 5G qui est prévu pour les prochaines années. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment comme on appelle les REIT spécialisés. Donc ça, c'est très intéressant, voilà. Et pareil, visiblement, sur ce secteur, ça, je ne connaissais pas, Crown Castle International. Voilà, donc là, on peut faire la hôtellerie. Bon, après, hôtellerie, c'est aussi, je suis assez étonné que c'est assez cher, mais parce que normalement, centre informatique, voilà, un autre REIT et un cours très cher évolué, Equinix. Donc voilà, donc ça, c'est déjà. Bon, c'est des foncières qui sont beaucoup moins connues, du coup, je connais pas spécialement. Et ça, c'est des foncières où la dette est en danger. Donc évidemment, ici, il faut faire beaucoup attention si vous voulez y investir. Mais un peu, on retrouve le même logique. Centres commerciaux sont chers, tout le reste est massacré. Bon, c'est ici la santé. Voilà, donc. Bon, en gros, voilà. Donc là, je vais scroller l'écran pour que vous puissiez peut-être voir un peu plus loin. Voilà, et la dernière société foncière que je voulais vous parler aujourd'hui s'appelle Befimo. En fait, c'est pourquoi je la regarde en particulier, parce que il y a un certain temps, j'y ai investi après le Brexit, parce que c'est une entreprise qui est une REIT qui a investi dans des bureaux dans le Benelux, dans le Bruxelles, Pays-Bas, etc. en fait. Et je pensais qu'effectivement les sociétés qui vont être délocalisées, qui vont sortir de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne après le Brexit, peuvent chercher l'emplacement le plus proche possible à leur implantation d'avant, donc dans le UK. Ils vont s'installer en Belgique, ce qui est très probable. Et en fait, moi, je sais qu'en Belgique, l'immobilier est quand même assez rentable et assez intéressant au niveau d'achat. Le rapport entre le loyer et le prix d'achat est assez intéressant en Belgique en général. Et moi, j'ai investi à l'époque là-bas. Je trouvais que c'était assez intéressant le taux, en fait, le rendement que proposait la société Befimo. Et aujourd'hui, c'est encore davantage plus intéressant parce que moi, ça fait des années, moi, je suis sorti de cet investissement il y a déjà pas mal d'années. Et maintenant, je pense que de me repositionner sur cette entreprise Befimo, on va regarder peut-être le graphique, qui a été également affecté par la crise de coronavirus, mais de même manière comme Gecina. C'est un peu le même secteur, sauf que deux idées différentes. Parce que dans Gecina, quelque part, je joue l'idée des prix immobiliers, d'investir dans les bureaux à Paris, okay, mais avec Befimo, je cherche à investir dans profiter du Brexit et dans des entreprises qui vont éventuellement chercher à s'installer en Europe, qui étaient basées dans le UK, mais maintenant veulent se délocaliser en Europe à cause du Brexit, qui va un jour prendre la fin. On va finalement boucler cette affaire. Et il y aura des entreprises qui étaient très exposées sur l'Union européenne. Ils vont certainement chercher à se baser en Europe. Voilà, et du coup, vous voyez, comme d'habitude, que la crise de Covid a affecté largement cette entreprise-là. Voilà, donc vous voyez cette baisse énorme de 55 qu'on est passé au pire moment à 36. Et là, on n'est pas loin des plus bas. Hein. Je pense qu'on est très proche au plus bas. Et justement, ça, c'est effectivement deuxième valeur
dans ce secteur de foncières cotées qui m'intéresse actuellement. Je ne sais pas si je rentre tout de suite parce que là, ça sera à vous de décider. En fait, si vous me dites de lancer, si vous voulez que je lance une rubrique consacrée aux REITs, dans ce cas-là, je vais y parler que des REITs. On va y acheter avec une certaine régularité. Je ne sais pas si je pourrais enregistrer une vidéo tous les mois comme je fais pour toutes les autres rubriques. Mais en tout cas, on va constituer un troisième portefeuille déjà. Donc la chaîne Mind du Cash va grandir encore. Dites-moi ça si ça vous intéresse. En tout cas, aujourd'hui, je suis focusé sur deux valeurs, c'est Gecina et Befimo. Voilà. Donc ça, c'est le résumé de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like. Si elle n'a pas plu, mettez-moi un dislike. En fonction des likes, je privilégie tel ou tel sujet. Donc si je vois qu'il y a énormément de likes, si vous me faites exploser la barre de like, comme dit Tammy Cabage dans ses vidéos, dans ce cas-là, je vais faire plus de REITs. Si vous me faites exploser les barres de like sur d'autres vidéos POA ou sur portefeuille Mind du Cash, sur d'autres trucs, dans ce cas, je veux faire plus ça. Donc pour moi, c'est super important. Pour ceux qui veulent aider à la chaîne, encore une fois, pour ce travail que je fais gratuitement, vous avez un lien PayPal pour faire une petite donation. Encore une fois, ce n'est pas le montant, c'est le geste qui compte pour moi. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été intéressant. C'était un peu long, donc je n'ai même pas remarqué qu'on a presque fait 1 heure. Donc voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires si ça vous plaît ce sujet. Et on va partager des avis sur les foncières cotées. Allez, à très bientôt, Mind du Cash, bye bye.